Mais bonjour encore à toutes et à tous. Je m'appelle Mylène Simoneau. Je suis la coordonnatrice du programme de bien-être des femmes au quartier général des PSP. Et bonjour, je m'appelle Anna Smith, je suis la gestionnaire du programme du bien-être des femmes. Nous sommes ravis de pouvoir avoir cette discussion importante aujourd'hui sur la périménopause, qui marque le début de nombreuses autres initiatives à venir de la part des PSP. Alors, au nom de notre équipe, je suis vraiment heureuse de vous accueillir au webinaire Demander à la médecin d'aujourd'hui, animé par la docteure McCall, qui est intitulé La périménopause, qu'est-ce que c'est, comment la reconnaître et pourquoi est-ce important. Veuillez noter que cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site Web après l'événement. Pour préserver votre confidentialité, vos caméras et micros sont désactivés pendant toute la durée du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à tout moment à l'aide de la fonction questions-réponses de MS Teams. Nous ferons notre mieux pour répondre à autant de questions que possible, mais nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions d'aujourd'hui. Les questions sans réponse pourraient être abordées lors de prochaines présentations. Si vous souhaitez écouter la session dans une autre langue, vous pouvez utiliser le lien Wordly qui a été fourni dans la discussion, dans la section questions-réponses pour accéder aux options de traduction en direct. La présentation d'aujourd'hui est uniquement destinée à des fins éducatives et ne remplace pas les conseils d'un ou une professionnelle de la santé qualifiée. Si vous avez des préoccupations personnelles ou spécifiques en matière de santé, nous vous encourageons à en parler à votre prestataire de soins de santé. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière, la Dr. McCall, obstétricienne gynécologue canadienne spécialisée dans la chirurgie gynécologique minimalement invasive et contractuelle auprès de la Direction de la santé des femmes des Forces armées canadiennes. Dr. McCall, merci d'être virtuellement parmi nous aujourd'hui et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mylène. Et merci de tout le monde à être venu. J'ai vraiment hâte de vous parler à ce sujet aujourd'hui. C'est dont je parle chaque jour dans mon bureau avec les patientes et aussi dans ma vie sociale avec les personnes que je connais. Alors, j'ai vraiment hâte de répondre à vos questions. S'il vous plaît, si vous avez les questions, mettez-les dans le QR. Et aussi, je vais répondre à quelques questions qu'on a reçues déjà en avance à la présentation, pendant la présentation, mais merci beaucoup de celles qui les ont soumis. Comme Hélène a dit, on va peut-être pas avoir le temps pour toutes les questions qui ont été soumises aujourd'hui, ou quelques questions ont été un peu mieux pour les prochaines sessions dont nous allons parler à la fin de cette séance. Alors, peut-être qu'on va répondre à quelques-unes dans les autres séances. Mais bon, on va commencer. J'ai vraiment hâte. Et je remercie beaucoup Dr. Hansen. Nous deux, nous avons travaillé sur cette présentation ensemble et elle est vraiment experte dans la ménopause. Alors, j'apprécie beaucoup ses contributions. C'est pour ça que j'ai les divulgations pour nous deux aujourd'hui. Moi, comme consultante de la compagnie Pharmacie à Vie, elle pour Pandia Health, Dishani Exotis. Moi, comme Mylène a dit, je travaille aussi avec le programme de la santé des femmes et diversité en tant de consultante et Dr. Hansen pour Africa Health. Mais cette présentation est proposée en toute indépendance de CERA. Par exemple, je n'ai pas fait ça pendant mon travail pour le programme de la santé des femmes et diversité. C'est séparé. Bon, alors on va continuer. J'aimerais reconnaître qu'aujourd'hui, je vous parle des territoires non cédés des nations Mohawk et Haudenosaunee. Moi, je présente Montréal aujourd'hui. Si vous ne savez pas déjà sur quel territoire autochtone vous êtes aujourd'hui, il y a ce lien ici qui peut vous aider. Et j'aimerais vraiment reconnaître que les études sur la ménopause parmi les femmes autochtones sont vraiment rares. On manque beaucoup d'études et d'informations. Vous allez voir plus tard que j'ai une diapo sur la différence des symptômes vasomoteurs parmi les femmes de groupes ethniques différents. Et les femmes autochtones à l'Amérique du Nord ne sont même pas sur cette diapo parce qu'on n'a pas ces infos. Et de plus, la colonisation, ça va être dit sur la prochaine diapo aussi.
La colonisation a vraiment eu une influence sur la manière dont la ménopause est vécue et partagée parmi les peuples autochtones. Alors, on doit vraiment être reconnaissant de ça aujourd'hui pendant que nous parlons. Comme il en a dit déjà, cette présentation ne peut pas remplacer les avis médicaux professionnels. On vous invite de parler avec votre médecin ou santé de professionnel de santé si vous avez les questions spécifiques. Finalement, un avis relatif à l'usage du langage genré. L'expérience de la ménopause est unique pour chaque personne et encore, on manque beaucoup d'études sur les personnes qui ne s'identifient pas comme les personnes cisgenres. Alors, chez les personnes transgenres, non-binaires ou intersexuées, qui peuvent aussi être concernées par la ménopause. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de choses que je vais dire qui vont appliquer à personnes de genres divers. Mais si vous avez des questions qui sont spécifiques à vous encore, il faut parler avec votre médecin. Et on a besoin de plus de recherches pour comprendre les expériences chez les personnes de genre divers. Nos objectifs pour aujourd'hui, on va définir la périménopause et la distinguer de la ménopause. Nous allons identifier les symptômes principaux de la périménopause. Nous allons passer en revue les stratégies de prévention et de prise en charge de la périménopause et d'offrir l'occasion de poser des questions liées à cette étape de la vie. Finalement, nous allons repartir avec un sentiment d'autonomie et de pouvoir pour négocier la transition de périménopause, j'espère bien. Alors, la périménopause, qu'est-ce que c'est? Mais je dois commencer toujours avec une définition de la ménopause. La ménopause, c'est après qu'on a eu 12 mois sans règles. Ça, c'est une graphique de la baisse des niveaux d'estrogène. Alors, à l'axe d'ordonnance, nous avons la sécrétion d'estrogène. Puis, sur l'axe X, nous avons l'âge. Je vais montrer ici avec les étapes de la vie reproductive. Nous avons l'âge reproductif ou la préménopause, où nous avons une sécrétion d'estrogène assez forte. Après, nous avons la périménopause. Et ici, on voit comment que la sécrétion d'estrogène, ça diminue. En fait, ce n'est pas si linéaire que ça. Ça va onduler plutôt. Je vais expliquer un peu plus plus tard, mais ça va plutôt onduler l'estrogène pendant ce temps-là, pendant la périménopause. En la ménopause, par exemple, lorsqu'on est dans les soixantaines, par exemple, on va avoir l'estrogène qui est beaucoup plus en bas. Avec ces changements de l'estrogène, on peut avoir les symptômes dont nous allons parler aujourd'hui. Voici la périménopause. Les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil et d'humeur, et plus tard, les symptômes urogénitaux et l'ostéoporose. Alors, nous allons parler de ces deux derniers dans les autres séances. Mais les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil et de l'humeur, ça peut commencer pendant la périménopause lorsque l'estrogène est parfois en bas. Alors, ça a beaucoup de pertinence à la présentation d'aujourd'hui. Ça, c'est une graphique qui n'existe pas qu'en anglais, je m'excuse, mais c'est juste pour démontrer les stades différents de la périménopause. Alors, premièrement, la périménopause tôt, c'est lorsque les règles vont changer de fréquence ou de régularité. Alors, si on a, par exemple, un cycle menstruel qui est sur le calendrier chaque 28 jours, la première chose qu'on va remarquer, c'est un changement de comment que c'est exactement régulier ou très fiable, que ça va venir à chaque 28 jours. Alors, ça va être une différence de plus de 7 jours pendant les cycles consécutifs. Ça peut être, par exemple, si normalement on a les cycles de chaque 28 jours, on va avoir un cycle de 24 jours et après de 32 jours. Alors, ça va encore être un cycle menstruel mensuel, mais pas exactement sur le calendrier chaque mois. Il y a des personnes pour lesquelles les règles sont déjà pas exactement sur le calendrier chaque mois. Ça peut être ou avec les conditions ou juste quelqu'un qui a une variabilité de leur cycle de, par exemple, quelques jours. 26 jours ce mois, 30 jours le mois prochain, mais ça va être une augmentation de la différence entre les cycles. Prochainement, on a la périménopause qui est tard. Ça veut dire qu'on a une aménorrhée, ça veut dire pas de saignement vaginal, pendant au moins 60 jours. Alors, on va dire qu'on commence à rater les règles. Ça devient de moins en moins régulier, qu'on va rater quelques règles peut-être. Ça, c'est plutôt la périménopause tard.
Et si vous voyez juste au bas de l'écran, on voit qu'à ce moment, c'est plus fréquent qu'on va avoir les symptômes vasomoteurs dont nous allons parler. Alors, comment est-ce qu'on va savoir si on est dans la périménopause? Il y a quelques façons dont nous pouvons savoir. Le premier, c'est de suivre les cycles. Alors, si vous avez maintenant une irrégularité de plus de 7 jours et avant, vous aviez eu un cycle qui était très régulier, ça, c'est une différence. En fait, oui, probablement que je commence ma périménopause. Et c'est aussi associé avec un flux variable. Par exemple, on remarque parfois si les cycles commencent être moins fréquents, on peut avoir un flux plus abondant. C'est très commun. L'autre chose à dire, c'est que l'âge moyen de la périménopause, c'est à peu près 47 ans. Alors, une question que je reçois assez souvent dans mon bureau, c'est j'ai 36 ans, j'ai les changements d'humeur. Est-ce que ça peut être la périménopause? Je dirais jamais, jamais, mais souvent, il y a d'autres choses qui sont la cause de ces symptômes, ces changements, lorsque c'est moins de l'âge de 40 et 45 ans. Mais si vous croyez, est-ce que ça peut être la ménopause ou la périménopause, vous pouvez suivre les cycles pour voir est-ce que je vois ces changements, de voir que la régularité de mes cycles change de plus de 7 jours. Et avant, c'était moins que ça. Alors, il y a plein de trackers, plein d'applications où on peut suivre les cycles gratuitement sur notre téléphone avec peu d'efforts. L'autre chose, c'est de suivre les symptômes. Alors, par exemple, les symptômes vasomoteurs et les symptômes cognitifs et de l'humeur. Ce sont les symptômes très courants dans ce moment de la vie. Même si on note que les règles sont encore là, par exemple, chaque mois, mais peut-être moins réguliers, on peut traiter ces symptômes et on va parler de comment on peut faire ça. L'autre chose à noter, une des questions que nous avons reçues avant la présentation, c'est si, par exemple, j'ai une stérilée et je n'ai pas les règles, ou ça s'applique aussi aux personnes qui ont eu une hystérectomie, par exemple, comment est-ce que je peux savoir si je suis dans la périménopause? Et dans ce cas, je dirais, c'est plutôt si vous avez l'âge de 45 ans ou plus et vous avez ces symptômes, vous êtes dans la périménopause. C'est simple. Il ne faut pas avoir les prises de sang, par exemple. Il ne faut pas avoir d'autres choses pour nous dire que vous êtes dans la périménopause. Si vous avez 45 ans ou plus et vous avez les symptômes, on va dire que vous êtes dans la périménopause. C'est plus compliqué si vous avez peut-être seulement si vous êtes dans les trentaines, ça c'est plus compliqué, ou bien si vous êtes dans les quarantaines plutôt, ça se peut, mais c'est pas exactement clair. Pour ça, il faut parler avec le médecin pour voir est-ce qu'il faut faire les prises de sang. Mais moi, j'utilise des prises de sang pas souvent de tout. Ce sont les personnes très spéciales pour lesquelles je fais les prises de sang pour diagnostiquer la périménopause ou la ménopause. Surtout parce que normalement, je peux juste traiter même si je n'ai pas un diagnostic exactement clair. L'autre chose que quelqu'un a demandé avant de la présentation, c'est est-ce qu'on peut arrêter la périménopause ou l'accélérer, par exemple? Et la réponse, c'est non. On ne peut pas changer la durée de la périménopause. C'est un phénomène biologique qui va arriver à toutes les personnes qui ont les ovaires et les ovocytes. Essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'à chaque mois, lorsqu'on a les règles, le FSH, c'est un hormone dans le cerveau, va aller aux ovaires et stimuler un ovocyte qui va s'ovuler. Pendant ce temps-là, l'ovocyte va avoir une sécrétion d'estrogène et progestérone. Après, si on n'est pas devenu enceinte par la fin du mois, après ça, on va avoir une diminution dans l'estrogène et progestérone. Puis le FSH va remonter encore. Alors, à chaque fois qu'on a l'estrogène et progestérone qui montent pendant le cycle, le FSH diminue. Alors, ils font un peu comme ça. Lorsqu'on arrive à la périménopause, on commence à manquer les ovocytes. On en a de moins en moins à chaque fois. Ça prend de plus en plus de FSH pour stimuler les ovaires, pour stimuler les ovocytes. Et à un moment, on va avoir plus d'ovocytes, même avec beaucoup de FSH. Alors, à ce moment, nous sommes dans la ménopause, lorsque nous n'avons plus d'ovocytes.
Mais avec la périménopause, ça prend de plus en plus le FSH. Ah, mais peut-être on va avoir une ovulation ici avec assez d'FSH. C'est pour ça qu'on a les règles irrégulières et les ovulations irrégulières, parce qu'on n'a pas assez d'hormones toujours ou d'ovocytes toujours pour avoir une ovulation, où il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de FSH avant qu'on arrive. Alors, ça ne va pas arriver peut-être qu'après les 2 semaines comme normal pour une ovulation, mais peut-être qu'après 6 semaines, 12 semaines, 14 semaines. La durée moyenne de la périménopause, c'est 4,5 ans. Alors, ça peut durer quelques ans. C'est normalement pas juste qu'on a les règles très régulières et après, on n'a rien pour un an. C'est normalement qu'on va avoir les règles irrégulières pendant quelques ans. Alors, les symptômes vasomoteurs, c'est quoi ça dont je parle? Ce sont les symptômes qui sont les plus courants dans la périménopause et la ménopause. Ce sont les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, sont souvent accompagnés par les sueurs, les frissons, l'anxiété et les palpitations cardiaques. C'est une sensation intense et soudaine de la chaleur dans le haut du corps, particulièrement du visage, du cou, de la poitrine. Ça dure à peu près 30 secondes à 5 minutes, mais ça peut revenir et revenir encore pendant la journée. La fréquence et l'ennemi sont variables. Alors moi, j'ai rencontré les femmes qui m'ont dit « Oh là, les bouffées de chaleur détruisent ma vie, je ne peux pas fonctionner, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. » Puis des autres personnes qui me disent oui, je crois de temps en temps, j'ai un peu de chaleur, mais ça ne me dérange pas tellement. Alors, c'est vraiment différent et personnalisé de personne en personne. Les symptômes vasomoteurs dérangent le plus pendant la périménopause, tarde et au début de la ménopause. Ils sont très communs. Alors, les symptômes vasomoteurs vont toucher jusqu'à 80% des personnes pendant la périménopause et la ménopause. Et ça varie par le stade. Par exemple, à peu près 21 personnes dans la préménopause jusqu'à 41-42% pendant la périménopause et la postménopause. Alors, beaucoup de personnes seront touchées par ça. La durée des symptômes, c'est une durée moyenne de 7 ans et demi, centrée autour des règles finales. Mais ça peut continuer pour 10 ans ou plus. Pour les femmes africaines-américaines surtout, c'est une moyenne de 10 ans et normalement une ennemi plus fort, malheureusement, pour les femmes africaines-américaines. Aussi pour les femmes hispaniques, c'est normalement mais de moyen, c'est plus de 7 ans, c'est à peu près 9 ans. Mais pour les femmes chinoises et japonaises, par moyen, c'est moins de 7 ans, c'est plutôt 5 ans, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être très dérangeant, ni que pour les individus, ça peut être plus longtemps. Alors, je dis toujours que les différences entre les personnes dans un groupe sont plus que les différences entre les groupes. Et à peu près 10% des personnes vont souffrir des symptômes vasomoteurs pour plus de 20 ans. Alors, c'est vraiment pas tout le monde. Pour la plupart des personnes, ça va être centré autour de la ménopause, la périménopause, puis ça va améliorer beaucoup. Mais il y en a les personnes qui voudraient continuer, par exemple, leur hormonothérapie parce que leurs symptômes continuent pour longtemps. Les autres symptômes courants dans la ménopause y incluent les troubles du sommeil, les changements d'humeur, les changements cognitifs. Nous allons parler de tous ces symptômes pendant la présentation aujourd'hui. Mais il y a aussi les douleurs musculaires et articulaires qui peuvent commencer dans ce temps, les changements de la peau et des cheveux, les prises de poids et les maux de tête ou migraine, aussi que la diminution de la libido qui est très commune. Une question que nous avons reçue avant la présentation, c'était est-ce que c'est relié au changement des mains et des pieds et la circulation périphérique? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir les mains très, très froides ou les pieds très, très froides pendant la périménopause et la ménopause? La réponse est qu'on ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'études sur ça, mais ce qui est plutôt étudié et démontré dans la science à ce moment-là, c'est plutôt les changements de thermorégulation pendant tout le corps, par exemple les bouffées de chaleur, et on ne sait pas à ce moment que la ménopause est reliée au changement avec la froideur ou la chaleur des mains et pieds, mais il en manque d'études, c'est certain.
On a aussi beaucoup de questions au sujet des cheveux pendant la ménopause et la périménopause et la perte des cheveux, ce qu'on espère adresser ou pendant la prochaine séance ou à la fin si on a du temps. Avant que je continue, Mylène, est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là ou je continue? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Parfait, merci. OK, bon. Alors, une chose dont je parle très, très, très souvent dans le bureau, c'est la prise de poids ou perte musculaire. Alors, il y a quelque chose d'important d'en parler à ce sujet. En premier, il y a des études qui ont montré que mais l'obésité, et la prise de poids, ça ne doit pas toujours dire que quelqu'un a de l'obésité. Mais pour les personnes qui ont de l'obésité, c'est une condition chronique et progressive en dépit de tous les changements hormonaux. Alors, il y a des bons traitements pour ça et on peut parler avec le médecin au sujet de ça. La deuxième chose à dire, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que la prise de poids au milieu de la vie, dans les années quarantaine, cinquantaine, c'est plutôt relié à un changement dans la vie, un changement d'activité, une vie qui est plutôt sédentaire, avec moins d'activité et moins de sport, et aussi l'âge chronologique qui change. Alors, c'est très important, vous le savez déjà, je sais, comme les femmes militaires, c'est très important de continuer de faire du sport, de continuer d'avoir une vie active et de continuer de manger bien. Mais en disant ça, nous savons aussi que pendant la ménopause, lorsqu'on a cette baisse d'estrogène, ça devient de plus en plus difficile d'avoir un anabolisme des muscles, de faire gagner le muscle et aussi on perd le muscle. Alors, c'est définitivement un changement d'estrogène qui va changer dans ce temps. Et aussi, ça va changer la composition du corps. Alors, on a par exemple une résistance à l'insuline. On peut mettre de gras, on peut accumuler de gras dans les parties différentes du corps. Alors, c'est très commun qu'on va avoir un changement de composition du corps qui est différent en la périménopause et la ménopause que comparé à la préménopause. Alors, encore, on va parler après de l'exercice et de la diète. Ce sont très important de continuer les bonnes habitudes que vous avez pendant la vie. Ou si vous avez noté un changement qui est moins favorisé, c'est un bon moment de vous motiver de regagner l'exercice et la bonne diète, la bonne nutrition. Mais si vous notez que je fais la même chose que toujours, c'est souvent qu'on on doit faire les changements de la diète ou d'activité, ou même si on fait les bons changements, qu'on peut avoir encore un changement de composition du corps ou une prise de poids. Alors, c'est quelque chose qui est très compliqué avec les facteurs multiples. L'humeur et la santé mentale. Alors, nous savons que l'irritabilité, c'est très, très, très courant pendant cette période-là. Le stress, l'anxiété, la dépression. J'ai beaucoup de personnes qui disent, je ne me reconnais même plus, c'est pas moi pendant ces mois-là. Mon partenaire me reconnaît même pas. Il y a une vulnérabilité au stress et traumatisme, ce qui est évidemment important pour les femmes militaires. Le TDAH et les symptômes ou d'être neuroatypique peuvent se présenter pendant ce temps-là. Et surtout, nous savons que pendant la périménopause et la ménopause, on peut démasquer les conditions sous-jacentes. Il y avait les questions au sujet de comment est-ce qu'on peut traiter la périménopause et la ménopause pour les femmes, les personnes neuroatypiques. Et encore, nous pouvons adresser à la fin de la séance ou pendant la séance prochaine. Pour la cognition, il y a beaucoup de femmes qui notent une mémoire réduite, un brouillard cérébral et une réduction transitoire des performances aux tests cognitifs. Et je mets d'importance sur transitoire. Après tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de thérapies pour adresser les problèmes de santé mentale et la cognition.
En premier, l'hormonothérapie peut être très, très efficace pour ces symptômes, mais les autres traitements qui fonctionnent très, très bien sont les antidépresseurs. Alors, je recommande toujours, on peut essayer ou l'un ou l'autre pour les troubles d'humeur. Puis si un ne fonctionne pas en quelques semaines ou quelques mois, ou d'ajouter ou de changer à l'autre. Parce que c'est pas pour tout le monde que ou l'hormonothérapie ou les antidépresseurs vont marcher. L'autre thérapie, évidemment, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. TCC, c'est une psychologie qui peut aider beaucoup avec les symptômes de santé mentale. Et les thérapies corps-d'esprit qui sont très importantes d'intégrer tout le corps et l'esprit pour avoir une bonne santé mentale. Pour la cognition aussi, c'est important d'avoir assez de pêche dans la diète pour avoir assez des gras bons dans la diète. Alors ça, c'est quelque chose d'important d'en réviser aussi. Pour moi aussi, pour les personnes qui ont les changements de cognition, je fais aussi quelques prises de sang, pas pour diagnostiquer la périménopause ou la ménopause, mais pour assurer qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont un impact. Par exemple, on ne veut jamais rater un diagnostic de santé mentale ou de la cognition parce qu'on trouve la faute avec la ménopause, mais il y a vraiment quelque chose d'autre. Alors, c'est important de parler avec le médecin. La diminution de la libido, c'est encore quelque chose qui est très, très courant pendant toute la vie, mais surtout dans cette période-là. Une femme sur 4 soit touchée. Le début, mais la libido, c'est quelque chose de très compliqué, vous le savez déjà, je vous dis rien que vous ne savez pas. Mais c'est quelque chose de très, très compliqué. J'ai quelques diapos dont en parler de comment c'est compliqué. Mais parfois, il y a des changements qui sont vraiment reliés aux hormones ou à la ménopause. Et avec ça, le début, c'est possible, c'est commun à peu près 1 à 2 ans avant la ménopause. Et il n'y a pas de solution simple. Alors, je vais vous montrer ces diapos quelque chose qui sont pour expliquer un peu la libido. Après, on va parler de comment on peut gérer. Alors, la santé sexuelle sont les composantes clés. Et cette diapo, ce n'est pas pour lire en total ou en complet, c'est juste pour montrer que il y a, par exemple, les facteurs biologiques ou hormonaux qui contribuent, mais il y a aussi la dysfonction du partenaire, le contextuel, l'historique du développement intrapersonnel, interpersonnel, le stress des carrières qui sont très importantes à ce moment-là, le stress des enfants, les enfants qui grandissent. Il y a beaucoup de choses qui affectent si on a l'énergie et le désir à la fin de la journée, ou au début ou n'importe quand dans la journée. Et ça, c'est le cycle des réponses sexuelles chez les femmes. Alors, une chose à éclairer ici, c'est qu'il y a le désir sexuel spontané qui peut arriver avant d'une stimuli sexuelle, pendant une stimuli sexuelle ou après. Et ça peut mener, les deux peuvent mener à une excitation sexuelle et enfin à une satisfaction émotionnelle et physique. Pour quelques personnes dans la périménopause et la ménopause, ce désir sexuel spontané n'arrive vraiment plus, au moins pas beaucoup. Et parfois, il faut changer un peu les trucs, comment faire pour avoir une vie sexuelle qui est satisfaisante. La première chose que je dis toujours, c'est que si la perte de libido ne vous dérange pas et ne cause pas de problèmes pour vous dans votre vie, ou ça soit personnellement ou dans votre partenariat, mais alors, c'est pas un problème. Ça se peut que la libido peut changer. Mais si ça vous dérange que vous n'avez plus de libido ou personnellement ou dans votre partenariat, la deuxième chose à demander, c'est si vous arrivez d'avoir un désir, par exemple, si vous avez une excitation sexuelle, est-ce que vous avez une satisfaction émotionnelle et physique? Si oui, si on peut mener à ça, alors c'est normal que tout se marche bien physiquement et il faut en penser comment est-ce qu'on peut créer ces opportunités pour le désir sexuel spontané, ou ça soit de le mettre sur le calendrier, ou ça soit d'essayer les choses différentes. Les approches thérapeutiques. Alors, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très compliqué. C'est affecté par les relations interpersonnelles, le mariage ou la relation avec le partenaire, plein de choses. La thérapie la plus basée en l'épreuve pour la libido diminuée,
c'est la psychologie sexuelle. Alors, ça ne veut pas dire que quelque chose est mauvais avec toi ou mal avec toi, mais c'est plutôt que la psychologie sexuelle peut adresser à plein de choses qui affectent la libido. Ça, c'est quelque chose d'important, ou seul ou avec le partenaire, la partenaire. Les autres choses à essayer, l'hormonothérapie, ça peut aider, c'est certain, surtout si c'est quelque chose qui est arrivé vraiment à cette transition périménopause ou périménopausée ou ménopausée, et que vous sentez que vraiment il n'y a rien d'autre dans la vie qui a changé ou qui vous affecte. Si vous avez les douleurs, ça c'est très important de traiter. Si vous avez une sécheresse vaginale, puis ça fait du douleur lorsque vous avez les relations sexuelles, ça ne va pas faire du bien. Alors, il faut traiter toute douleur. Les autres options, et on voit aussi encore le soutien relationnel, mais les autres options qui sont médicaux, il y a un médicament qui s'appelle flibansérin ou ADI. Il y a aussi le testostérone transdermique. Alors, ce sont les deux médications qui sont indiquées pour la libido diminuée, qu'on peut parler avec les médecins. Je dirais qu'avec les deux, on anticipe d'avoir un événement satisfaisant sexuel par mois en extra. Alors, il y a quelques personnes qui me disent, si j'aurais un événement sexuel par mois, ça serait un grand changement. Je serais très contente. Parfait, on peut essayer pour voir si ça arrive. J'ai aussi des personnes qui me disent, mais là, j'aimerais avoir 10 événements sexuels satisfaisants par mois. On n'anticipe pas ces résultats de ces médicaments. Et comment trouver le positif? Négatif et positif, c'est une occasion de croissance et de reconnexion. Quelqu'un a demandé avant la séance, comment est-ce que je peux préparer mon partenaire pour les changements dans la ménopause, pour cet événement qui va m'arriver? Une chose pour en penser, c'est on peut penser à la vie sexuelle, on va aussi parler d'autres choses dont nous pouvons penser. Mais pour la vie sexuelle, c'est important si vous pouvez avoir une communication qui est ouverte, vulnérable, claire, pour en parler. Qu'est-ce qu'on anticipe? Qu'est-ce que nous voulons de cette prochaine étape de la vie pour notre vie sexuelle? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Comment est-ce qu'on peut gérer ces expectations pour avoir une entente entre nous deux? Alors ça, c'est une chose dont on peut parler. On peut aussi parler des symptômes que nous anticipons. Par exemple, comment est-ce que je vais essayer si j'ai les bouffées de chaleur, mais plutôt, qu'est-ce qu'on va faire si j'ai les troubles d'humeur, les troubles de sommeil? Qu'est-ce qu'on va faire si je suis très irritée? Comment est-ce que vous pouvez me soutenir? Aussi, comment est-ce que vous pouvez me communiquer si vous notez que quelque chose arrive et que ça vous affecte? Alors, c'est important d'avoir ces conversations entre vous deux si vous pouvez. Aussi, vous pouvez demander à vos partenaires de s'éduquer au sujet de la ménopause. Alors, je connais, par exemple, en anglais, il y a des très bonnes ressources. Le Dr. Jennifer Gunter, c'est une gynécologue canadienne qui habite maintenant aux États-Unis, qui est très populaire. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Menopause Manifesto. Elle a les vidéos sur YouTube. Alors, il y a des options où on peut demander à nos partenaires de s'éduquer au sujet de qu'est-ce qui va nous arriver. OK, la périménopause, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai vraiment fait peur à ce moment, j'imagine. Vous craignez la périménopause et la ménopause si vous n'êtes pas déjà là. Mais j'espère que maintenant, je peux vous donner les espoirs qu'on peut vraiment améliorer les symptômes et vraiment avoir une bonne vie pendant la périménopause. Alors, les stratégies préventives, vous en êtes déjà très connaissants, je sais, comme les personnes militaires, mais on va en parler un peu plus de quelques-unes. Alors, l'exercice quotidien, on va en toucher un peu. Le régime alimentaire diététique, le sommeil réparateur, on va s'adresser. Gestion du stress, arrêter de fumer et réduire l'alcool. Ce sont les stratégies importantes. Pour l'exercice, je sais que vous êtes déjà très connaissant de ça, mais c'est recommandé de faire, comme vous le savez, je suis certaine, 150 minutes d'exercice modéré ou vigoureux par semaine. Ça va améliorer plein de choses. Et c'est aussi recommandé de faire dans les séances d'au moins 45 minutes à la fois et au moins 2 fois par semaine les exercices pour la force.
Les avantages à long terme, on va avoir la force, la santé osseuse, la santé métabolique, la qualité de la vie, la durée de la vie. Franchement, ça diminue la mortalité. Ah, c'est écrit là, mortalité réduite. La santé mentale très, très bonne et la confiance. OK, je ne vais pas vous faire battre avec ça parce que je sais que vous en parlez beaucoup, beaucoup. Le régime alimentaire et nutrition, évidemment, les diététiques sont beaucoup mieux versés de ça que moi. Mais Dr. Samia Moral est une médecin cardiovasculaire aux États-Unis. Elle dit suivre un régime alimentaire méditerranéen pourrait entraîner une réduction d'environ un quart du risque de décès sur plus de 25 ans. Un quart du risque de décès, avec un bénéfice pour la mortalité par cancer et par maladie cardiovasculaire, les principales causes de décès chez les femmes et les hommes aux États-Unis et dans le monde. Alors, vous êtes probablement connaissante de la guide alimentaire canadien qui a été mise à date assez récemment, de vraiment manger des légumes et des fruits en abondance, de consommer des aliments protéines, faites de l'eau votre boisson de choix et de choisir des aliments à graines entiers. Et quelques points d'importants, c'est de prioriser les protéines. Alors, pour vraiment ou augmenter les muscles, ou au moins de ne pas perdre les muscles, surtout pendant ce temps qui est très important avec la diminution d'estrogène, c'est important de manger au moins 1,2 à 1,5 grammes par kilogramme par jour. 1,2 à 1,5 grammes par kilogramme par jour de protéines. Idéalement, les protéines basées dans les plantes, pour la plupart, au moins 60% de la diète, si c'est possible. Et de combiner avec les exercices musculaires. Ça va vraiment aider d'augmenter les muscles. C'est important d'avoir un bon équilibre avec les végétaux, évidemment, et le timing d'ingestion des protéines est important. Alors, manger pendant les 30 minutes après qu'on a fini une séance d'exercice musculaire, ça va aider beaucoup d'accumuler le muscle. L'autre chose qui est très importante, dont je n'ai pas parlé avec la diapo prise de poids, c'est que parfois, pendant la ménopause, les femmes vont vraiment essayer de perdre les poids qu'elles gagnent et alors elles vont diminuer les calories de plus en plus jusqu'à que les muscles vont devenir atrophiques parce qu'on mange tellement peu de calories. Alors, c'est pas qu'on peut manger tellement peu de calories tout le temps. C'est plus important de vraiment essayer de manger les calories bien. Je sais que vous savez déjà, mais les protéines basées dans les plantes et beaucoup de légumes. OK, bon, le sommeil à la ménopause, ça, c'est quelque chose d'important. Dans le monde d'aujourd'hui, le sommeil est souvent sacrifié en raison de l'activité, du stress et de l'attrait de la technologie. Le sommeil n'est pas seulement un complément facultatif, c'est un élément essentiel de la santé et du bien-être des humains. Je vais essayer de vous donner les preuves. Une chose, c'est que normalement, les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour, par 24 heures. Ça peut être difficile, je sais, lorsque vous travaillez en garde ou les nuits, par exemple, ça peut être difficile. L'autre chose à considérer, c'est que plus tard dans la vie, dans la ménopause et plus tard, on a besoin de 7 à 8 heures. Et ça peut être ou pendant la nuit ou avec les siestes pendant la journée. Mais on a toujours besoin de jusqu'à 7 à 8 heures de sommeil. Alors, les hormones et les troubles du sommeil, ça, c'est très dérangeant pour beaucoup, beaucoup de personnes, je le sais. Pendant la ménopause et la périménopause, il y a cette baisse des estrogènes et de la progestérone. Alors, ça va déjà déranger le sommeil. Il y a les symptômes vasomoteurs, il inclut les sueurs nocturnes qui vont déranger le sommeil et le dysfonctionnement thermorégulateur. Alors, pour dire que lorsqu'on est préménopausé et on a beaucoup d'estrogènes, on a une rangée comme ça de la température dont nous pouvons gérer la température. Mais lorsqu'on est dans la ménopause et on baisse d'estrogène, la rangée, c'est comme ça. Alors, si c'est même un peu froid ou un peu chaud, on a vraiment la difficulté de gérer la température. Il inclut les nuits, lorsqu'on a les couvertures, par exemple, lorsqu'on a les nuits qui sont très froides, par exemple, ça devient très, très difficile.
Finalement, il y a aussi les modifications de l'architecture du sommeil avec l'âge et avec les hormones. La prévalence de l'insomnie, la périménopause triple l'insomnie, triple. Et l'insomnie chronique triple le risque de dépression. Ça, c'est étonnant. Et on voit à ce moment aussi comment que tous ces symptômes de la ménopause ou la périménopause peuvent vraiment s'accumuler pour déranger la vie beaucoup. Si on a des bouffées de chaleur et à cause de ça, on a de l'insomnie, à cause de ça, on a une dépression, ça va vraiment changer la vie pour quelques personnes pendant ce temps-là. Mais il y a les thérapies. Les thérapies hormonales de la ménopause, l'hormonothérapie est excellente pour aider avec le sommeil. Peut-être que ça va pas, gérer le sommeil juste autant que ça serait comme il était avant, surtout pour les personnes qui ont déjà eu un peu le sommeil dérangé, mais ça va vraiment aider beaucoup de personnes. L'exercice, on le sait que ça améliore plusieurs variables du sommeil. Alors, faire les exercices de 150 minutes par semaine, modéré et vigoureux, ça va aider. La supplémentation en mélatonine, ça peut aider aussi si on prend le même dosage au même temps chaque soir. C'est vraiment important que ça soit en même temps. Par exemple, 3 mg par soir, ça peut aider à s'endormir. Par exemple, en quelques études, ça a réduit le temps de s'endormir par 12 minutes. C'est pas rien, mais c'est pas grand-chose non plus. Puis aussi, il y a la pleine conscience et TCC insomnie, surtout pour les personnes qui me disent, là, je m'allonge dans mon lit et je n'arrête pas d'en penser de ce qu'il faut faire le lendemain, de ce qui peut arriver dans la vie. Pour ces personnes-là, la pleine conscience et le TCC insomnie peuvent vraiment aider, même hors la ménopause. Les bienfaits du sommeil réparateur, ça aide beaucoup avec la consolidation de la mémoire. Nous savons tous que le cerveau juste ne fonctionne pas bien après une nuit où nous n'avons pas dormi bien. Alors, ça peut vraiment aider avec la cognition, la consolidation de la mémoire. Ça réduit la neuroinflammation, ce qui est relié à la démentie. Ça améliore la santé cardiovasculaire et métabolique. On sait quand, pendant la nuit, lorsque nous dormons, il y a les réparations qui se passent pendant tout le corps. On a une moindre pression artérielle, une meilleure sensibilité à l'insuline, une diminution du cortisol. Tous les bienfaits du sommeil réparateur peuvent vraiment améliorer la santé. Bon, c'est ça pour le sommeil. Maintenant, je vais parler d'autres thérapies et à la fin, nous allons avoir du temps pour les questions. Alors, les options de traitement pour les symptômes visomoteurs ou les bouffées de chaleur, par exemple, l'hormonothérapie est la thérapie la plus efficace. OK? Alors, mais malheureusement, toutes les femmes ne sont pas les candidats, toutes les personnes. Alors, il y a aussi les ordonnances non hormonales qui sont moins efficaces que l'hormonothérapie, mais qui peuvent aider vraiment pour les personnes qui sont contre-indiquées. Par exemple, quelqu'un a demandé avant de la séance qu'est-ce qui peut arriver pour les femmes ou les personnes qui ont eu un cancer de sein. Alors, ces personnes, normalement, ne peuvent pas avoir une hormonothérapie systémique et les ordonnances non hormonales peuvent aider ces personnes beaucoup. Et il y a aussi les choses sans ordonnance. Alors, par exemple, quelqu'un a demandé, est-ce qu'il y a les supplémentations que je dois prendre pour aider les symptômes? Je dirais que pas pour les symptômes, mais le calcium et le vitamine D sont recommandés pour toutes les personnes ménopausées pour la prévention de l'ostéoporose. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Dr. Hensel recommande aussi une supplémentation de oméga 3 si on ne mange pas assez de pêche, par exemple, pour avoir les bons gras. Mais la ligne directrice de la Société canadienne d'obstétrique et gynécologue dit qu'on peut utiliser, par exemple, là, j'aimerais avoir mes speaker notes, l'extrait de racine valérien et black cohosh. Je m'excuse, je n'ai pas mémorisé ce mot qui est assez difficile en français. S'il y a quelqu'un qui veut avoir le mot en français, je peux vous dire après. En anglais, c'est black cohosh. Il y a les dosages spécifiques qui sont recommandés, qui sont assez forts et il faut les prendre chaque jour, mais ça peut aider parfois avec le sommeil. La difficulté, c'est qu'on n'a pas les essais contrôlés et randomisés pour ça. Ce que sont
vraiment les niveaux d'évidence et de preuves qui sont les plus hauts et auxquels toutes les thérapies qui sont prescrites, toutes les ordonnances sont soumises. Mais les supplémentations ne sont pas soumises à ce niveau de preuve. Alors, probablement qu'ils sont similaires au placebo dans leur effet. Il y a aussi toujours un risque avec une toxicité hépatique. Alors, il faut observer pour ça. Et franchement, les hormonothérapies, même les ordonnances non hormonales, sont meilleures. C'est ça. OK. Et la gestion des règles. Alors, on n'a pas vraiment parlé beaucoup de... Avec la périménopause, on peut avoir les règles qui sont irréguliers, qui peuvent être abondants. Il y a beaucoup de traitements qu'on peut faire pour ça. Si vous avez vraiment, ou si vous avez les saignements post-ménopausés, ou si vous avez les règles qui sont très, très abondantes, il faut parler au médecin parce qu'il faut parfois une biopsie de l'endomètre. Mais hors de ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour gérer les règles. Alors, il y a une chose que je dis, une des meilleures options pour la périménopause, c'est en fait un contraceptif hormonal combiné. Par exemple, la pilule contraceptive. Il y a plein de personnes qui n'aimeraient pas avoir cette pilule, mais je vais vous expliquer pourquoi je la recommande. La pilule contraceptive ou les autres contraceptifs hormonaux combinés, par exemple la timbre et l'anneau, ont d'estrogène et progestérone. Qu'est-ce qui est dans l'hormonothérapie ménopausée? L'estrogène et progestérone. Mais dans les contraceptifs hormonaux combinés, ce sont à un dosage beaucoup plus fort. Alors, avec ces contraceptifs hormonaux combinés d'estrogène et progestérone, on peut avoir une bonne gestion des règles et en même temps un contraceptif et en même temps un traitement pour la ménopause et la périménopause et les symptômes. Si vous avez encore les règles, si vous n'êtes pas allé un an sans les règles, vous avez besoin d'un contraceptif si vous avez un partenaire qui produit les spermes. Alors, c'est quelque chose d'important. Évidemment, ça serait rare d'avoir une grossesse pendant les quarantaines, après 45 ans, dans les cinquantaines, mais ça arrive. Alors, un contraceptif, c'est indiqué. Alors, ça, c'est une option. On peut utiliser ou la pilule contraceptive, ou la timbre, ou l'anneau pour gérer les règles, les symptômes de périménopause et la contraception. Pour d'autres personnes, les progestatifs seuls sont les options aussi, ou ça soit les pilules, par exemple les pilules contraceptives progestatifs seuls, ou ça soit l'implant dans le bras, une Nexplanon, une stérilée ou une injection de Depo-Provera. Alors, ces progestatifs sont très, très bons pour gérer les règles aussi. Et si on n'a pas besoin de contraceptifs, il y a aussi les autres pilules qu'on peut utiliser dans la même façon, qui peuvent vraiment gérer les règles. Surtout si on n'a pas besoin de l'estrogène qui traite les symptômes vasomoteurs. Alors, ça, c'est une autre option. On a aussi les traitements non hormonaux, tels qu'il y a un médicament qui s'appelle TXA, tranexamic acid. C'est un médicament qu'on peut prendre seulement pour réduire le flux des menstruations pendant les jours des menstruations abondantes. Alors, ça peut aider vraiment s'il y a des personnes qui disent mais là, j'ai vraiment mes règles, genre chaque 4 mois. Je ne veux vraiment pas prendre une pilule chaque jour pour ça. Il n'y a pas d'autres symptômes qui me dérangent. C'est juste que le flux est intense lorsque ça arrive. Je dis parfois, mais bon, alors lorsque vous commencez de saigner, vous prenez ce médicament 3 fois par jour, puis ça va diminuer le flux. Ça peut aider. Et c'est aussi anti-inflammatoire. Un, pour réduire le flux et aussi pour les douleurs, évidemment. On peut combiner quelque chose dans ces listes aussi. Une autre question que nous avons reçue avant la présentation, c'était, par exemple, est-ce qu'une stérilée peut aider avec les symptômes de la périménopause? Alors, évidemment, j'ai dit oui, ça peut aider surtout avec les saignements, mais pour l'hormonothérapie, pour les personnes qui ont un utérus, il faut avoir estrogène pour améliorer les symptômes et aussi un progestatif pour protéger l'épaisseur de l'endomètre. Alors, le stérilet peut servir comme ce progestatif pour protéger l'endomètre. Pendant la périménopause, si vous avez encore les règles, est-ce que vous pouvez avoir une hormonothérapie? Oui, bien sûr.
ou vous pouvez l'avoir en une façon de contraceptif, comme j'ai dit, ou vous pouvez avoir une hormonothérapie ménopausée au dosage ménopausé. Le truc, c'est que si vous avez les règles encore réguliers, ça peut vraiment déranger les saignements de prendre l'hormonothérapie parce que c'est assez pour améliorer les symptômes, mais pas assez pour gérer les règles. Alors, il y a des personnes qui vont avoir les règles très, très irréguliers avec l'hormonothérapie. Il y a des façons dont on peut gérer ça. C'est pour dire ça. J'en ai parlé beaucoup, je parlais au sujet de ça pour toujours, mais si vous avez des questions, je les invite après. Finalement, il y a beaucoup de ressources pour vous-même si vous avez les questions après aujourd'hui ou pour partager avec vos familles, vos partenaires, tout le monde. Voici une liste des sites web, mais je vais vous donner les codes QR. Je vais juste vous montrer quelque chose. Il y a aussi le site web de Dr. Hansen, drcatherinehansen.com. Et ce sont les ressources vraiment fiables que vous pouvez lire et partager. Il y a aussi une éducation pour les patientes, mais c'est seulement en anglais, par le Menopause Society, basé aux États-Unis, mais menée à ce moment par les Canadiens. Et une chose à noter, c'est qu'ils ont aussi une certification pour les praticiens. Par exemple, une praticien certifié de la Menopause Society. Moi, j'en suis pas, par exemple, mais Dr. Hansen, elle est. Je dirais surtout si vous cherchez les soins privés, c'est important d'avoir quelqu'un qui est vraiment certifié ou par ça ou dans une autre façon. Mais la plupart des gynécologues au Canada sont capables de fournir les soins de la ménopause et aussi quelques autres praticiens comme les médecins de famille. Ça dépend. Voici encore quelques ressources. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la Société canadienne de ménopause, la Fondation canadienne de la ménopause. Il y en a beaucoup. Et voici les codes QR. Je vais les remettre sur l'écran dans un instant. Alors, la périménopause, ce n'est pas la fin. On va avoir ni la fin pour vous, ni pour nous autres. En février, le 27 février, on va avoir, en fait, ça va s'appeler S'épanouir dans la ménopause. Oui, tu peux. Et dans le printemps 2026, on va avoir aussi la ménopause au bulot. Ou si vous avez beaucoup de questions qui restent après ces deux séances, on va mettre en point les questions aussi. Alors, on a vraiment hâte de vous voir encore. Ça va être en janvier, je crois, qu'on va être capable de partager les liens pour au moins la prochaine séance. Et voici les références pour les codes QR que j'espère que vous trouverez utiles. Merci beaucoup. J'anticipe les questions. Merci beaucoup, Dr. McCall, pour cette excellente présentation. Vraiment beaucoup d'informations très précises. Je suis sûre qu'elle est très appréciée aussi. Présentement, dans la section questions-réponses, il n'y a pas de questions soumises. Ça se peut qu'ils vont commencer là, à rentrer. Peut-être je peux vous laisser commencer avec une question qui avait été soumise avant la présentation. Je vois une couple de questions, Mylène. Je peux les lire pour toi, Dr. McCall. Alors, la première, c'est juste un commentaire pour dire que Black Cohosh, c'est Simicare agrafe, un commentaire pour dire la traduction. Une autre, c'est pilule combinée pour les migraineuses, oui ou non? Pour les migraineuses, ça dépend de si vous avez les auras ou non. Alors, si vous avez les auras, non, je ne recommande pas, c'est une contre-indication. Si vous avez les migraines sans aura, oui, vous pouvez avoir les hormonaux combinés. Et c'est différent que l'hormonothérapie. Les migraineuses peuvent avoir l'hormonothérapie, même avec estrogène et progestérone. C'est seulement la pilule contraceptive ou les contraceptifs hormonaux combinés qui sont contre-indiqués pour les migraineuses avec aura à cause de la risque plus fort de CVA. d'AVC. Une autre question sur Simicare, alors le Black Cohosh, c'est quels sont les effets secondaires potentiels? Est-ce qu'il y a des contre-indications aussi? Oui, c'est difficile parce que c'est pas quelque chose qui est prescrit. Alors, normalement, si vous avez les problèmes médicaux, je parlerai avec le médecin parce qu'il y a ce risque de toxicité hépatique. On dirait normalement si vous avez les maladies cardiaques, respiratoires,
hépatique ou des reins, qu'on ne les recommande pas. Mais à ce moment, parce que ce n'est pas bien étudié, on ne connaît pas vraiment quels sont tous les risques et contre-indications. Mais normalement, pour la plupart des personnes, c'est sécuritaire. OK, merci. Une autre question que je peux voir, c'est pour une femme sujet aux embolies pulmonaires sous estrogène, alors pilule contraceptive, existe-t-il une hormothérapie adaptée pour la gestion des symptômes? Non, c'est contre-indiqué si vous avez eu un embolisme pulmonaire. Alors, pour ces personnes, il faudrait les options non hormonales. Par exemple, il y a quelques-unes qui sont nouveaux sur le marché canadien. Fezolinetant, c'est le générique, ou Veoza, c'est le brand, le marque. Alors, ça, c'est une option pour les bouffées de chaleur, par exemple, qui est spécifique pour la ménopause, mais il y en a aussi plein d'autres qui sont moins chers et qui sont sur le formulaire des FAC, parce que je crois Veoza, à ce moment, c'est pas sur le formulaire des FAC. Mais les autres, par exemple, gabapentin, pregabalin, oxybutynin, les antidépresseurs comme venlafaxine, par exemple, ce sont toutes les options pour les personnes qui ne peuvent pas avoir les hormones. Et c'est toutes les questions qu'on a reçues pour cette séance. Peut-être on peut aller aux questions qu'on a reçues avant. Mylène, avez-vous la liste ou est-ce que vous voulez que... Je peux vous laisser choisir une question. Je sais que vous en avez déjà répondu plusieurs quand même. Oui. Alors, il y avait aussi une question de qu'est-ce qu'on peut demander à notre médecin au sujet de la ménopause si on veut se présenter? C'est vraiment juste de leur parler des symptômes que vous avez, de leur demander pour les traitements. Et si, par exemple, vous rencontrez une barrière, je suis désolée, en behalf of tous les médecins canadiens, si vous rencontrez les barrières, par exemple, si quelqu'un vous dit, mais vous avez encore les règles, je ne peux pas vous traiter ou quelque chose comme ça, vous pouvez demander une consultation en gynécologie. Ce n'est pas idéal en tant que les listes d'attente de gynécologie sont très longues, mais vous pouvez leur dire, est-ce que je peux avoir une consultation? Et aussi, les praticiens, pas les membres, mais les praticiens peuvent diriger vers la direction des santé des femmes et de diversité, où nous avons beaucoup de ressources d'éducation pour les cliniciens. Et nous sommes aussi très contentes. Maintenant, je parle comme membre de la santé de la direction de la santé ou la programme de la santé des femmes et de diversité. Nous sommes toujours très contents d'avoir les questions des praticiens s'ils ne sont pas certains comment faire quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez leur dire de nous parler, mais ce n'est pas pour les membres directement. Alors, si vous parlez avec votre médecin, probablement, ils vont être très contents de vous donner les médicaments et les traitements, mais s'ils ne sont pas connaissants, ou ils peuvent chercher les éducations avec nous autres, ou ils peuvent vous donner une consultation pour ça. Alors, ce sont les options. Super. Quelqu'un a aussi... Oui. Oui, tu peux y aller. J'allais dire aussi que quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on peut faire les demandes pour nous-mêmes comme membres des FAC pour les traitements, pour la ménopause et la périménopause. Je dirais que, franchement, vous avez beaucoup de traitements et ressources disponibles avec l'assurance que vous avez pour les médicaments. Par exemple, la plupart des médicaments sont sur le formulaire des FAC qu'on aimerait utiliser pour les traitements, même si ça soit générique, c'est encore bien. Il y a quelques autres dont on n'a pas les options. Par exemple, les médicaments pour le syndrome génito-urinaire, dont nous allons parler plus tôt dans la prochaine session. Il n'y a pas toutes les options pour ça, par exemple. Alors, si vous voulez demander de plus, vous pouvez aller parler avec votre médecin pour demander de faire une demande pour avoir ça sur le formulaire. Mais franchement, il y a plein de traitements qui sont bien fondés. Alors, c'est vraiment bon, l'assurance des FAC.
Super, merci beaucoup. On arrive à la fin. Si je ne vois pas d'autres questions soumises, mais continuez de soumettre des questions via votre inscription si vous êtes intéressé à participer à la prochaine présentation. Comme l'a mentionné la docteure McCall, restez à l'affût. Nous allons partager prochainement les informations relatives pour l'inscription au prochain webinaire qui aura lieu le 27 février 2026.